Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vais vous raconter une histoire qui ne concerne pas directement la franc-maçonnerie, mais plutôt les mouvements occultistes du Paris de la Belle Époque. Cette histoire a lieu en mars ou avril 1899, aux 5 rue de Savoie, à Paris, siège de la librairie du Merveilleux et de la faculté des sciences hermétiques. Papus reçoit un journaliste du quotidien Le Matin venu l'interroger sur l'affaire Dreyfus qui divise le pays depuis le mois d'octobre 1894. Le journaliste veut savoir si le mage est capable d'en prédire le dénouement. En clair, si Papus est capable de prédire l'avenir. Alors Papus est malin. Le mage sait qu'il a beaucoup à perdre si jamais il cessait à la prophétie sur un sujet aussi brûlant. « Pourquoi voulez-vous que je parle ?» demanda-t-il au journaliste. « Maintes fois j'ai été sollicité par des reporters. À tous, j'ai répondu ce que je vais vous dire. Phénomène extraordinaire en France, je ne veux pas m'occuper de l'affaire Dreyfus et la faculté dont j'ai l'honneur de présider les travaux se désintéresse de la question. Nous nous interdisons systématiquement toute discussion politique et religieuse. N'attendez de moi aucun renseignement. Aucun. » Voyant que son interlocuteur est déçu et ennuyé, Papus lui propose alors une solution. « Je ne veux pas cependant que vous vous soyez inutilement dérangé. Si Hermès ne veut point parler, il y a des occultistes indépendants, vous m'entendez indépendants, qui travaillent hors cadre, si je puis dire. Ceux-là ne sont point tenus à la même réserve. Je vais vous adresser à l'un de ceux-là, un homme d'une grande valeur et des mieux informés, un de ceux qui voient le mieux et le plus clair dans l'astral. » Le journaliste est rassuré, il tient enfin l'information qui lui permettra d'écrire son article sur l'occultisme et l'affaire Dreyfus. Il note alors dans son carnet. La figure si caractéristique de Papus, une face de chinois avec des yeux de mystère, s'éclaire d'un bon sourire. Et le mage de la rue de Savoie, qui est aussi le grand maître de l'ordre martiniste, de lui dire en le reconduisant à la porte « Je vous l'assure, allez à telle adresse et vous verrez. Mais dites-vous bien que ce que vous allez entendre tombe de la bouche d'un occultiste indépendant, en dehors de toutes nos sociétés. » Un quart d'heure plus tard, le journaliste se présente devant le confrère de Papus. L'occultiste indépendant donc. Il s'agit d'un grand et robuste gaillard, l'air solennel, une barbe frisée de sar assyrien avec des attitudes raides et hiératiques. L'homme se présente. Il veut qu'on l'appelle Mage Enoch, en toute simplicité bien sûr. Le journaliste lui expose alors les raisons de sa visite. Il lui dit qu'il vient sur les recommandations de Papus. Et manifestement, Enoch est flatté de cette recommandation. « J'ai le plus profond respect pour l'extraordinaire intellectualité de Papus. Je vous répondrai donc sur l'affaire Dreyfus. Je l'ai étudiée dans les clichés astraux. Le monde physique a son envers, le monde astral. Toutes nos actions s'y réfléchissent et y permanent à l'état d'image vivante et quasi concrète. Le passé, le présent et l'avenir y sont gravés. Par un entraînement psychique auquel tout le monde peut arriver, il suffit donc de se mettre en communication par les yeux de l'esprit avec l'immense réceptacle des formes et des images. On voit tout là-dedans. » On devine la question du journaliste. « Oh, Mage Enoch, dites-moi, je vous prie, ce que vous avez vu sur ces fameux clichés astraux où sont gravés présent, passé et avenir. » Le mage hésite, puis lentement il parle. Oui, pour lui, ça ne fait aucun doute. Alfred Dreyfus est coupable. Il a trahi la France, il a trahi l'armée, il a trahi la confiance de ses chefs, et il a été justement puni pour son odieux forfait. Écoutez, écoutez, voici la vérité. Quand cet homme eut été condamné, le grand rabbin pénétra dans sa prison. « Dreyfus, lui dit-il, il s'agit de sauver ta race de l'anathème. Au nom du Cal et du Conseil secret, je te somme de protester quand même et toujours de ton innocence.
et Dreyfus jura qu'il n'avait jamais trahi, et un doute s'empara de l'esprit des Français. L'ex-capitaine a racheté aux yeux de ses coreligionnaires sa trahison par le mensonge qui sauvait une race. Oui, telle est la vérité lue et vue dans l'astral. Le journaliste n'en croit pas ses oreilles et hésite entre la stupeur et le rire. Il insinue une autre question devant le mage Enoch en transe. « Puisque vous lisez ô mage dans l'astral, ne pourriez-vous pas ouvrir un instant pour nos lecteurs les voiles de l'avenir ? Dites-moi, je vous prie, comment se terminera l'affaire ?» Et le mage de répondre. « Au mois de juillet, Dreyfus sera jugé à nouveau et il sera condamné. Oui, vous le verrez. Ah, ne raillez point. Condamné à 3 mois de prison comme complice. Ne me demandez rien de plus. Ah ah, Israël se sera remué. 3 arrestations qui feront grand bruit termineront l'affaire. » Mais qui sera arrêté ? Esterhazy ? Henri ? Paty de Clam ? D'autres ? Le journaliste tente d'arracher au mage Enoch de nouvelles et croustillantes confidences. « Non, non, pas le Hulan, toujours en fuite. Sur la tête de Paty de Clam, je vois grossir un orage. De grands personnages, en très petit nombre, seront éclaboussés. Je salue l'orage, puisqu'après la tempête imminente, après la condamnation nouvelle, luiront de nouveau pour la France des Descartes et d'Eliphas Lévy des jours de radieuse gloire et d'éclatante prospérité. » Le journaliste quitte alors le mage, certain d'être tombé sur un dingue. Il a aussi la curieuse sensation de s'être fait embobiner par le malicieux Papus, lequel savait pertinemment qu'il allait le recommander auprès d'un fou antisémite et conspirationniste. Mais le reporter est néanmoins satisfait car il a son papier qu'il publiera dans le matin du 2 avril 1899. Quant à la prophétie du mage Enoch, il faut en apprécier la valeur et la pertinence, mais à sa juste mesure, car il avait une chance sur 2 de trouver le bon verdict. Dreyfus fut effectivement condamné, mais immédiatement gracié par le président de la République. Le succès du mage est donc éminemment relatif étant donné l'acharnement que l'armée a mis pour détruire judiciairement le petit capitaine. Enoch était donc bien dans le ton des hâbleurs de l'époque pour lesquels Alfred Dreyfus était forcément coupable de traîtrise et d'intelligence avec l'Allemagne. La grâce présidentielle dispense de peine sans effacer cependant la condamnation et la culpabilité. C'est la raison pour laquelle, en 1903, Alfred Dreyfus a obtenu la révision de son procès. La Cour de cassation a alors entamé une procédure et refait une enquête minutieuse qui a démontré, sans le moindre doute possible, l'innocence de l'infortuné capitaine, lequel a été entièrement blanchi et réhabilité en juillet 1906. Et pas plus dans tout cela. Le bougre a fort bien manœuvré en évitant d'émettre une opinion sur l'affaire Dreyfus, une opinion astrale, ce qui l'aurait sinon discrédité, du moins ridiculisé pour la postérité. Sauf que le mage de la rue de Savoie a très vite oublié ses préventions à l'égard des occultistes indépendants qui se mêlent de politique. En effet, au début du XXe siècle, Papus a ainsi accepté d'accompagner en Russie Nizier Philippe, son maître spirituel, un ancien garçon boucher de Lyon devenu guérisseur. Beaucoup de zones d'ombre entourent ces pérégrinations en terre slave, durant lesquelles, dit-on, Papus et son maître Philippe auraient été introduits à la cour du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra. La légende veut même que Papus ait fait part au tsar de ses craintes d'une révolution, ce qui, compte tenu de la situation politique, économique et sociale de la Russie de l'époque, n'était pas ce que l'on peut appeler une prédiction osée.